Elle ressent les énergies subtiles depuis qu'elle est toute petite. Elle est médium, elle est thérapeute, elle est auteure, elle est passeuse d'âme. Voici Clémence Biasino-Pilet. Bonjour Clémence, ça me fait très plaisir de te recevoir au congrès Énergie Subtile. Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Frédéric, c'est un plaisir pour moi avant toute chose de faire partie de ce congrès et d'être une des intervenantes qui vient amener un petit plus avec mes énergies personnelles. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi, je suis donc médium avec une spécificité, c'est que je suis aussi passeuse d'âme. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le médium, c'est celui qui va capter les énergies. Le passeur d'âme, c'est celui qui va nettoyer les énergies. Et puis en plus de ça, j'ai une médiumnité de claircognissance assez développée qui me permet de faire justement des séances de guidance pour aider les personnes à comprendre leurs blocages, leurs problématiques. Donc j'aime dire que j'ai une petite note, une petite carte thérapeutique à travers cette médiumnité parce qu'elle m'aide à accompagner les gens sur leur chemin de vie pour comprendre des choses et pour essayer de s'aligner un maximum vers leur épanouissement personnel. Comme tu le sais, chacune de ces journées est placée sous les auspices des essences d'arbres. Aujourd'hui, c'est le hou. Est-ce que tu pourrais en parler, s'il te plaît? Alors, je trouve ça déjà très intéressant que ce soit le hou, parce que le hou, c'est une plante que j'utilise moi-même beaucoup dans ma pratique à la fois personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, je trouve ça chouette que ce soit le hou qui soit attribué à cette journée. Le hou, c'est pour moi une plante vraiment très intéressante parce qu'elle est utilisée depuis la nuit des temps pour plusieurs choses. La première chose pour laquelle on l'utilise, c'est vraiment tout ce qui va être outil magique de protection. Le hou représente vraiment la notion de protection et aussi il est associé à la chance. Donc le hou a un égrégore très positif qui amène à la fois une grande chance et en fait une grande lumière dans nos vies, en ce sens qu'il va rejeter les énergies négatives de nos vies. Alors on va l'utiliser beaucoup principalement dans tout ce qui va être aspect transcendantal. Donc, on va l'utiliser pour nettoyer ce qui est négatif en nous, ce qui est sombre en nous, pour transformer en lumière. Et moi, j'aime beaucoup utiliser la fleur de Bach Holly, qui est le hou. Et cette fleur de bac, elle permet justement de libérer quand on se sent trop jaloux, quand on sent qu'on a quelque chose qui nous reste sur le cœur par rapport à une personne, qu'on est suspicieux, qu'on est dans des énergies un petit peu négatives par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et donc le hou va nous permettre de faire lumière en nous. Le hou, c'est une plante qu'on va vraiment utiliser pour essayer de s'aligner, de se recentrer et donc de chasser l'obscurité pour amener la lumière dans notre vie. Et je trouve ça phénoménal parce qu'en plus, ça fait écho à Yule. Donc Yule, c'est le solstice d'hiver. C'est une fête donc païenne qui est liée tout le folklore celte. Et le Hou, c'est donc le vieux roi Hou qui est associé au roi Chêne. Et on a une bataille en fait entre le roi Hou qui meurt au solstice d'hiver à Yule et qui va laisser la place au roi Chêne. Le chêne, c'est signe de renouveau, de lumière, c'est la jeunesse, alors que le roi Hou, il est associé à l'obscurité de la période hiver, à ce qui est vieux, à ce qui n'a plus lieu d'être. Mais à travers le Hou, on retrouve une notion très importante, c'est l'immortalité. Et donc, j'aime vraiment beaucoup parler de cette plante parce qu'elle est vraiment très puissante et on peut l'utiliser chez soi, on peut l'utiliser en rituel, on peut en mettre une petite branche au-dessus de sa porte d'entrée, des petites choses comme ça qui vont nous permettre justement de faire entrer la lumière en nous, chez nous, et de chasser l'obscurité. Donc, bienvenue au Hou pour cette journée. Et alors, quel conseil aurais-tu à donner aux internautes qui découvrent finalement ces vertus? Comment ils peuvent l'utiliser de manière, on va dire, un peu débutante et qu'ils puissent éventuellement sentir l'effet de cette plante?
Alors, on peut utiliser le ou d'une manière vraiment très simple, c'est en utilisant donc le ou feuille avec donc ces petites épines, en faisant bien attention justement à ne pas se piquer. Alors, on dit que les vieilles plantes de houx sont plutôt moins agressives, donc on va privilégier de travailler avec des feuilles de houx assez jeunes, assez vives, qui ont encore bien leurs épines et qui sont encore assez, j'ai envie de dire, contondantes. On peut les utiliser tout simplement en plaçant, par exemple, sur sa table, dans un petit pot. Moi, c'est quelque chose que je fais en hiver, par exemple. J'ai toujours une petite coupelle dans laquelle je vais placer un peu de houx, sans les baies, donc uniquement les feuilles. Et ça nous aide à nous rappeler qu'il y a encore la vie dans quelque chose qui nous paraît être mort, sombre, obscur. Donc, dans tout moment de vie où on se sent un petit peu perdu, où on sent un peu que la noirceur est très présente, on peut tout simplement placer au centre de son lieu de vie quelques feuilles de houx, nous rappelant que ce n'est qu'un cycle et que tout finit par passer et que même quand on a l'impression que c'est mort, la lumière est quand même là et toujours là. On peut aussi du coup en placer une branche au-dessus de sa porte d'entrée et là on va l'utiliser principalement pour tout ce qui est énergie de protection. J'aime aussi l'utiliser dans la protection en faisant des petits pochons. Alors, on prend un petit pochon en tissu, par exemple, dans laquelle on peut placer soit une photo de soi, soit on peut écrire son nom ou le nom de la personne qu'on souhaite protéger sur un petit papier qu'on va placer à l'intérieur du pochon avec une feuille de houx et on va tout simplement laisser ce petit pochon dans un tiroir, sur la table de chevet, dans un endroit vraiment safe. On va pas le porter sur soi, sinon on risque de se piquer. Et on peut aussi, par exemple, si on sent qu'on a vraiment besoin d'une protection un peu accrue, eh bien, on peut brûler des feuilles de houx au feu ou alors directement à la flamme d'une bougie. Et ça va nous aider à la fois à nettoyer, mais aussi du coup à activer une belle protection autour de nous. Et quand il s'agit de quelque chose peut-être de plus émotionnel, presque même de cognitif, on peut utiliser la fleur de bac au lit. Et donc là, on va vraiment l'utiliser pure. On peut prendre 3 à 4 gouttes, 3 4 fois par jour pendant 21 jours et ça va nous aider un petit peu à dissiper ce brouillard intérieur pour faire revenir la lumière et avoir à nouveau un discernement et une grande lucidité grâce à notre troisième œil. J'ai bien entendu la manière dont tu utilises le ou, Clémence, mais est-ce qu'il y a une intention à y associer des prières? Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît? Oui, complètement. On peut aussi utiliser le ou en associant des prières. Alors, pour moi, tout est une question d'intention. Peu importe ce qu'on va utiliser, n'importe quel outil, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser l'intention qui va être associée à ce qu'on demande. C'est-à-dire que si je mets juste un morceau de ou en disant, bon, Clémence, elle a dit que ça ferait effet, mais que finalement, on n'y met pas son cœur, on n'y met pas une intention précise, alors ça ne fonctionnera quasiment pas. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dès qu'on va placer une protection, c'est l'investissement émotionnel qu'on va poser dessus qui va aussi agir en tant que baguette magique. Donc, on peut utiliser une prière. Alors, on peut trouver des prières sur Internet. On peut aussi utiliser des prières en fonction de nos croyances. Par exemple, si on a des croyances catholiques, on peut utiliser, par exemple, un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou aller chercher encore une fois sur Internet une prière à l'archange Michael, par exemple, qui est aussi l'archange de la protection. Et donc, on peut associer tout ça avec la protection symbolique et physique du ou. Et on peut aussi tout simplement se dire, bon, voilà, j'ai vraiment envie de me protéger, j'ai vraiment envie de créer un espace de lumière à l'intérieur de chez moi. Et donc, je vais tout simplement faire une prière personnelle qui est juste faite de mots, parce qu'on sait que les mots ont un poids vibratoire et donc ils portent mon intention. Et je peux tout simplement prendre ma petite feuille de houx et dire, mais voilà ma petite feuille de houx, je te demande d'amener la lumière dans ma maison, dans ma vie, sur cet aspect-là de ma vie. Je compte sur toi pour m'aider à faire lumière, pour aider à protéger l'énergie vitale, la mienne, puis celle de mon lieu de vie éventuellement. Et puis voilà, on va lui donner cette intention avec le poids de nos mots. On peut aussi le dire directement dans la tête. On n'est pas obligé de le dire à voix haute parce que la pensée est créatrice. Et on va tout simplement, voilà, lui donner cette mission, lui donner cette intention. On va en fait tout simplement focaliser une énergie sur cette feuille de houx qui va nous aider à amplifier son pouvoir et du coup vraiment à aller dans le magnifique pouvoir du ou et dans sa complétude aussi, parce que là, il va être extrêmement complet. Merci, merci beaucoup, Clémence. Alors, la grande, grande question,
Que représentent pour toi les énergies subtiles? C'est une excellente question et je pense que c'est le point de départ de toute chose. Les énergies subtiles, à mon sens, c'est toutes les énergies qui vont être autour de nous et qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, qu'on ne sent pas avec notre toucher. Une table, on peut tout à fait la ressentir avec le toucher, avec les mains. Un être humain, on peut tout à fait le voir avec les yeux, on peut aussi en sentir l'odeur, etc. Les énergies subtiles, ben, c'est tout ce qu'il y a de l'autre côté et c'est ce qu'on ne voit pas a priori parce que on vit dans une société occidentale où on nous a appris qu'il fallait se fier uniquement à notre raison et à ce qu'on voit. C'est encore une fois cette fameuse phrase de Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc on nous a appris qu'il n'existe que ce monde matériel que l'on voit. Et moi, mon histoire personnelle, depuis que je suis toute petite, ça m'a quand même pas mal montré qu'il y avait plein de choses autour de nous qui avaient un impact et une influence sur nous et qu'on ne voyait pas nécessairement, en tout cas qu'on pouvait apprendre à voir plus tard, hein, mais nécessairement de prime abord, c'est pas des choses qu'on voit, c'est pas des choses qu'on va pouvoir palper, ce sont vraiment des choses qu'on va ressentir, mais avec un sens qui vient du cœur. C'est vraiment avec cette intuition, avec ce ressenti, avec un détachement finalement dans la matière. Donc pour moi, une énergie subtile, c'est une énergie qui existe et qui est vivante autour de nous et qui va avoir un impact sur nous et qu'on va ressentir avec des sens un petit peu plus subtils, un petit peu plus endormis, parce qu'on les a tous, hein. Je rappelle qu'on est avant toute chose des mammifères et nous sommes régis par l'instinct de survie. Donc notre instinct est extrêmement développé et nous permet de ressentir beaucoup, beaucoup de choses autour de nous. Mais au fur et à mesure de notre évolution, on s'est coupé de cet instinct. Pourtant, il est toujours là, il est juste endormi. Et si on le réveille, on va se reconnecter donc à l'intuition qui va nous permettre de nous reconnecter à tout ce qu'il y a autour de nous pour ressentir qu'effectivement, on n'est peut-être pas seul sur Terre et dans l'univers. Dis-moi Clémence, est-ce qu'il y a un seul type d'énergie ou est-ce qu'il y a une décomposition de ces énergies? Alors, j'aime beaucoup ta question parce qu'elle va nous permettre d'aller explorer les choses en profondeur. Et moi, j'aime beaucoup aller explorer les choses en profondeur. Donc, dans un premier temps, je vais te répondre qu'il n'y a qu'une seule énergie. Alors, on va aller développer dans un second temps qu'on va pouvoir complètement détailler ces énergies. Mais on part du principe, dans l'énergétique, qu'il y a une notion d'unité. L'unité fait que tout l'univers n'est qu'une seule et même chose. Donc, il y a ce qu'on appelle la source. Certains appellent ça Dieu, certains appellent ça le plan divin. Peu importe comment on l'appelle, moi j'aime parler de la source parce que dans mon référentiel, ça me parle beaucoup. Cette source est la production de tout ce qui se passe ici. C'est lui qui est la source de tout ce qu'il y a sur Terre de vivant. Alors quand je dis vivant, ça englobe vraiment tout type d'énergie. Ça peut être les humains, ça peut être les minéraux, les végétaux et aussi toutes les énergies. Donc nous sommes tous qu'une seule et même chose, c'est ce fameux concept de l'unité. Moi, du coup, j'aime souvent dire à mes clients, moi, je suis toi, toi, tu es moi, et en fait, nous ne formons qu'un. Un petit peu à l'image de l'océan. L'océan, c'est une, une énergie qui ne fait qu'un, et pourtant, quand on décompose l'océan, on se rend compte que l'océan, il est composé de milliards de particules, même de molécules d'H2O. Et c'est chacune de ces molécules qui fait ce grand tout, ce grand océan. Et on ne sait pas le quantifier, on ne sait pas le détacher, on ne sait pas savoir si l'un et l'autre sont ensemble ou pas. Mais en fait, ils sont tous ensemble et ils sont tous reliés. En énergétique, c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'il y a cette source qui a créé toute chose et dont on fait partie et dont chaque chose qui compose l'univers fait partie. Donc moi, j'aime dire qu'il n'y a qu'une seule énergie. C'est une énergie d'amour absolu, d'amour divin, d'amour inconditionnel, dont nous sommes un fragment. Et du coup, ça nous amène sur le deuxième point. Nous sommes tous des fragments de cette source. Donc, nous sommes décomposés en
des milliards de particules, on pourrait presque même dire de molécules, qui tous ensemble forment l'unité vers le tout. Mais donc, on peut effectivement décomposer les énergies subtiles en se disant que oui, elles font toutes partie de la même chose, mais toutes ne vont pas avoir la même vibration ni la même fonction. Donc, on peut effectivement trouver des énergies subtiles. Par exemple, on peut avoir des énergies de lieu. Sur les énergies de lieu, on peut avoir les gardiens des lieux. On peut avoir aussi des mémoires traumatiques des lieux. On peut avoir des énergies liées aux failles, aux ondes, etc. On peut aussi avoir comme type d'énergie, et là je parle plus des lieux, mais je parle d'énergie vraiment mouvante. On peut avoir les guides, on peut avoir les anges, on peut avoir des archanges, on peut avoir des maîtres ascensionnés, on peut avoir des défunts lumineux, on peut avoir des égrégores, on peut avoir des charges émotionnelles, on peut avoir des charges de mémoire des lieux. Donc, il y a vraiment, on peut avoir des âmes errantes. Il y a énormément de particularités dans ces énergies. Même si elles ne font qu'un et qu'elles ne viennent toutes que de la même source, chacune va avoir une identité propre, une vibration propre qui correspond aussi à leur mission, à ce qu'elles sont finalement venues faire autour de nous dans la matière, ce qu'elles ont comme effectivement comme mission. Donc tu parles de sources et puis de fragments. J'ai un peu du mal à comprendre comment cette énergie d'amour inconditionnel va se transformer en fragments avec des énergies plus ou moins positives. Alors, on part vraiment du principe que à la source, il n'existe que cet amour inconditionnel. Mais lorsque nous décidons de nous incarner sur Terre, nous faisons le choix de vivre l'évolution. Si on vient s'incarner sur Terre, c'est pour vivre une évolution au travers de situations, de problématiques, de rencontres qui vont être challengeantes pour nous et qui vont nous permettre justement de tirer des enseignements et d'évoluer. Mais donc, si dans l'incarnation, je ne vivais que des énergies d'amour inconditionnel, ben, c'est pas tellement dans ce type d'énergie que je pourrais beaucoup évoluer. Donc, l'univers va se mettre au service de l'humain pour transformer son énergie, pour nous permettre d'expérimenter une autre forme d'énergie toujours baigné par l'amour inconditionnel, hein, parce que de manière sous-jacente, même derrière la peur, même derrière la colère, même derrière n'importe quelle énergie qui nous semble être négative, d'une manière sous-jacente, on garde ce tissu d'amour inconditionnel. Mais l'humain va s'arrêter à tiens, là, je rencontre une situation qui potentiellement me met en colère. Et donc, grâce à cette énergie d'amour inconditionnel qui a été transformée en colère, je vais pouvoir me confronter à quelque chose qui est vraiment challengeant pour moi et qui va me poser problème, peut-être aussi du fil à retordre. Mais donc, c'est parce que ça me laisse du fil à retordre que je vais me poser des questions. Et ces questions, elles vont me permettre de me remettre en question et donc d'évoluer et de dépasser la colère. C'est tout le processus de résilience. Je dépasse la colère pour trouver que derrière la colère, en fait, il n'y avait que l'amour et l'apprentissage finalement de l'amour inconditionnel, même au-delà de l'adversité, j'ai envie de dire. Donc, en réalité, la source reste toujours dans cet amour inconditionnel. C'est juste qu'elle va changer ses fréquences pour nous permettre de vivre des choses qui sont différentes. Parce que lorsque nous sommes sur les plans de lumière, donc lorsque nous sommes désincarnés, que notre âme vit sa petite vie sur les plans de lumière hors incarnation, elle ne vit que l'amour inconditionnel. C'est merveilleux. Mais c'est pas ça qui nous permet d'évoluer et de faire des grands pas dans notre évolution. Ce qui nous permet vraiment d'évoluer et de faire des bonds en avant dans notre évolution, c'est de venir s'incarner sur Terre et de venir vivre des expériences pas forcément sympas, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a que comme ça qu'on va vraiment faire de grands pas en avant dans notre évolution personnelle. Mais l'amour ne disparaît jamais. C'est pas parce que j'expérimente la peur qu'il y a plus d'amour inconditionnel de la source. Au contraire, je vis une situation qui me fait très, 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 très peur, mais de manière sous-jacente, quelque chose qui va baigner un petit peu le fond de la problématique de peur que je vis. Il reste cet amour
qui va finalement être très enveloppant et qui va se manifester principalement, par exemple, avec les guides. Les guides qui vont nous dire, tiens, je t'envoie cette expérience qui est difficile pour toi, qui est éprouvante pour toi, mais je le fais d'une manière totalement bienveillante. Je vais te donner tout le soutien dont tu as besoin, je vais te donner tout l'amour dont tu as besoin, tous les outils, ressources aussi dont tu as besoin pour que tu puisses trouver derrière cette situation de peur tout l'amour inconditionnel qui est, qui habite finalement chacun de nos corps, mais qu'on oublie dans l'incarnation. C'est une très très belle explication. Je suis un peu sur un petit nuage. Merci beaucoup Clémence. Mais j'ai quand même une question subsidiaire. C'est à t'écouter, est-ce qu'on est guidé ou est-ce qu'on se guide soi-même? Alors moi, je suis persuadée qu'on est guidé, mais qu'on se guide aussi soi-même. Nous sommes tous guidés. Ça veut dire que lorsque nous faisons le choix de venir vivre une incarnation, nous faisons le choix des problématiques qui sont associées à l'incarnation qu'on a décidé de venir vivre. Mais au moment où je m'incarne, j'oublie les problématiques que je suis venue vivre. J'oublie que je suis peut-être venue vivre la jalousie ou l'avarice. J'oublie tout ça. Donc j'oublie un petit peu le fil conducteur, le fil directeur de ma vie. Et pour ça, je vais avoir avec moi mes puissants accompagnements qui vont me guider, qui vont me permettre de me souvenir. Ça veut dire qu'on va toujours avoir avec nous notre puissance guide qui est là et qui nous envoie un peu des signes et des synchronicités qui vont nous permettre de dire, tiens, tiens, cette voie-là m'a l'air plutôt agréable, plutôt chouette, ça m'a l'air fluide si je m'engage vers ce chemin-là. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Et en général, lorsqu'on le fait, lorsqu'on va vers ce que les guides nous soufflent, on se rend compte que l'incarnation est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée et que tout ça est beaucoup plus évident aussi. Donc, on est guidé. Nos guides nous permettent de nous remémorer finalement les grosses problématiques qu'on a décidé de venir travailler. Donc, ils sont là pour nous dire, souviens-toi, Clémence, tu as voulu travailler ça. Donc, on t'envoie cette expérience. Donc, dirige-toi vers ce chemin qui va te permettre de travailler ça. Alors, en vrai de vrai, ils nous le disent pas exactement de cette manière-là, quoique parfois ça s'en rapproche quand même très fort. Mais donc, ils nous guident à travers des rencontres, à travers des synchronicités. C'est par exemple, tiens, je cherchais un boulot et comme par hasard, j'ai ce boulot-là qui me tombe devant moi et qui correspond parfaitement à tous les critères que j'espérais avoir. Et là, on se dit, bon, bah, c'est quand même une sacrée évidence. C'est ce que certaines personnes appellent le hasard. Moi, j'aime beaucoup parler de hasard en mettant ces petits guillemets parce que le hasard n'est que des synchronicités que les guides se sont amusés un petit peu à ficeler pour créer cette belle chose pour nous. Et puis, d'un autre côté, donc même si eux nous guident et nous accompagnent pour qu'on se rappelle un petit peu quoi faire, on garde notre libre arbitre. Et donc, on se guide soi-même, pour reprendre ton expression. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le maître de ma vie, c'est moi. Je peux écouter mes guides, il n'y a pas de problème. C'est même un petit conseil que je vous donne, vous les écoutez. Mais avant toute chose, la personne qui décide, celle qui reste maître à bord, celle qui est finalement le chef sur le bateau, bah, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre finalement qui doit décider à part nous. Ça veut dire que même si notre guide nous dit, tiens, tiens, va vers ce chemin-là, et qu'on dit, non, mais attends, moi, je préfère d'abord expérimenter le chemin qui va par là, on est tout à fait libre de le faire. C'est ce qu'on appelle donc le libre arbitre qui nous permet constamment de décider ce que nous avons envie de faire dans la matière. Et on ne se trompe jamais. C'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est que même si le guide nous dit va à gauche et qu'en fait nous on va complètement sur le chemin opposé, on part à droite, on se trompe pas. Le guide va nous accompagner avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et nous dire, OK, tu vas aller vers là, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner. Et on va se rendre compte qu'on peut peut-être dans ce chemin-là se casser les dents, tomber sur un obstacle qui est un petit peu compliqué, vivre une situation qui est très, très challengeante et dont on peut avoir du mal à se relever. Le guide reste là en nous disant, c'est rien, je vais t'accompagner, je vais t'aider à te relever. Et quand tu seras à nouveau debout, je vais te permettre de te rendre compte que c'était peut-être pas effectivement dans cette voie que tu devais aller, mais tiens, essaie de retourner vers le chemin de gauche que je t'avais initialement prévu. Et lorsqu'on se relève d'un parcours où on a l'impression de s'être trompé de voie, qu'on a fait fausse route,
Eh bien, en fait, on n'a pas fait fausse route. On a appris des choses que notre âme ou que notre ego avait besoin de vivre physiquement, vraiment matériellement pour comprendre que, ah, bah, c'était pas forcément ça qui était bon pour nous. Et je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre l'exemple du parcours des flammes jumelles dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui vivent un parcours flammes jumelles et qui, dans ce parcours-là, savent que ce parcours leur fait du mal, n'est pas bon pour elles. Leur âme sait qu'elle souhaite vivre autre chose, quelque chose de plus épanouissant, de plus grand, de plus libre aussi. Mais leur matière, leur incarnation, leur ego veut absolument aller vivre cette expérience, qui va être une expérience challengeante. Et une fois que l'ego, l'humain, aura vécu cette situation et aura décidé de s'en sortir et de se relever, il va se dire, ah, mais super, parce que grâce à ça, j'ai pu connaître des choses fondamentales, par exemple le respect de soi, le positionnement, l'écoute de l'intuition. Et donc, parce que j'ai vécu ça dans l'incarnation, j'ai appris de mes erreurs et donc je peux maintenant me diriger avec beaucoup plus d'armes dans mon sac à dos, beaucoup plus d'outils dans mon sac à dos qui fait mon chemin avec moi pour aller vers justement un chemin plus épanouissant. Donc, on a vraiment les deux. On a cette grande puissance d'accompagnement qui est avec nous et qui nous guide et qui est vraiment une aide précieuse parce que quand on les écoute, on se rend compte qu'on a une incarnation tapis rouge, tout va bien, où tout est évident et oui à l'abondance. Et on va aussi avoir toujours ce libre arbitre en disant, attends, avant de prendre le chemin tapis rouge, je vais peut-être prendre un chemin de traverse qui va m'emmener à ramper peut-être dans les ronces, mais c'est OK, j'ai besoin de vivre ça pour comprendre des enseignements qui m'aideront plus tard à rejoindre mon incarnation tapis rouge. Donc, on a ces deux notions-là qui sont vraiment très importantes et il faut pas aller plus vers l'une ou plus vers l'autre. Pour moi, c'est vraiment un savant mélange des deux parce que même s'il y a ces énergies subtiles qui sont très fortes pour nous, nous restons des âmes incarnées. Et pour moi, ce qui est important, c'est de faire un savant mélange entre spiritualité énergétique, mais aussi incarnation. Donc, on aide les deux vraiment à se compléter pour pouvoir justement doser à la fois la puissance de l'énergétique, mais aussi toujours la puissance de l'incarnation. Et c'est comme ça qu'on reste aligné sur un chemin de vie et où tout va bien. Hmm. Merci encore, Clément. À chacune de tes interventions, je te remercie pour à la fois la profondeur de tes propos et puis la justesse des mots employés. J'ai une nouvelle question. Euh, Comment je rentre en contact avec mes guides et comment je suis sûr que c'est le bon guide et que je c'est pas un petit farfadet qui se moque de moi. C'est une excellente question encore. Alors, j'aime dire que nos guides, ils communiquent constamment avec nous, tous les jours, même si je m'en rends pas compte, même si je ne leur demande pas, nos guides sont constamment en lien avec nous. J'aime dire qu'ils ont une permanence qui fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, ils sont vraiment constamment à nos côtés. On est constamment branchés et connectés avec eux. Moi, parfois, j'aime dire que c'est un peu comme mon ombre, mon guide, parce que il est constamment avec moi et constamment, il m'envoie des informations. Donc ça, déjà, c'est une première bonne nouvelle, c'est de savoir que eux communiquent tout le temps avec nous. Après, il va s'agir d'ouvrir suffisamment son cœur et puis son chakra coronal aussi pour pouvoir entendre notre guide et pouvoir voir les petits signes. La première chose, moi, que je vais conseiller de faire, c'est de leur parler. C'est vraiment, en fait, de créer une relation en conscience avec eux et de leur dire, bon, bah voilà, tu es là. Alors, moi, j'aime dire qu'on a une puissance guide. Alors, quand je parle de puissance guide, il y a peut-être un guide, mais il peut y en avoir plusieurs au travers des guides secondaires. Donc, c'est pour ça que je parle de ma puissance guide et en général, j'en parle au singulier, mais chacun est libre de, s'il pense qu'il a deux guides, trois guides, quatre guides, c'est OK. Chacun est libre de ressentir les choses comme bon lui semble. Et donc, de dire, bah voilà, je sais que tu es là, je sais que tu es à mes côtés, je sais que tu m'accompagnes et que tu veux profondément mon bien. Donc, je vais essayer d'être plus attentive à toi, je vais essayer de t'écouter. Mais du coup, comme j'ouvre mon cœur à ton énergie, est-ce que tu peux pas essayer de renforcer les messages que tu m'envoies pour que je puisse les percevoir un petit peu plus facilement? Et leur dire, par exemple, bah voilà, moi j'ai une affinité avec les signes et les synchronicités.
j'aime voir des plumes, ça me parle beaucoup. Ou j'aime rencontrer une personne au hasard, moi, ça me parle beaucoup. Ou alors, moi, je suis plutôt auditif, donc pourquoi pas utiliser des chansons qui vont passer à la radio et qui vont me permettre, dans un premier temps, de venir valider leur présence auprès de moi. C'est vraiment tout simple. Et je vais prendre du coup l'exemple qu'il m'envoie. Il y a 15 jours de ça, mon petit dernier qui a 5 ans était en train de jouer au foot. Et d'un coup, il rentre dans la maison en courant avec dans sa main une toute petite plume blanche. Et il me dit, Maman, regarde, j'ai rien demandé et l'ange m'a donné ça. Et effectivement, il jouait au foot. Sa main était comme ça pendant qu'il jouait au foot. Et d'un coup, une toute petite plume blanche, toute belle, toute duveteuse, est venue se placer au creux de sa main. Et lui, il a vécu ça comme une chance phénoménale que son ange vienne lui parler. Alors, j'étais la première étonnée finalement que lui-même associe ça à un ange, parce que même si moi, c'est mon métier, j'en parle pas forcément constamment à la maison. Mais bon, je me dis que les chiens ne font pas des chats. Et donc, c'est de se dire, voilà, si nous, on se dit, je suis très sensible aux plumes, je suis très sensible à la musique, je suis très sensible, pourquoi pas, à la lecture, demander à son guide de venir nous parler à travers notre référentiel, à travers ce qui est sensible chez nous. Notre guide va dire, OK, je vois là, Clémence, que tu me demandes d'être un petit peu plus présent, de te faire ressentir les choses d'une manière plus profonde. Eh bien, je vais mettre sur ton chemin, par exemple, des personnes. Moi, je fonctionne beaucoup dans les synchronicités avec les personnes. Je vais te mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'aider à valider quelque chose. Et donc, on peut avoir un petit journal dans lequel on peut noter, ben voilà, aujourd'hui, il s'est passé ça. Ça a été assez interpellant pour moi. J'aime rappeler aussi que pour voir que c'est bien un signe et une synchronicité, il faut qu'il y ait différents éléments. Il faut que ça provoque une émotion en nous. Il faut, alors une émotion positive, hein, évidemment. Il faut que ça vienne répondre à un questionnement interne. Et il faut qu'il y ait vraiment cette notion d'inattendu, de presque improbabilité. Ah bah tiens, mais comme par hasard, j'ai rencontré un tel qui venait me proposer quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Dingue. Et donc là, on peut remercier les guides en disant, bah oui, je vois que depuis quelques semaines, là, j'ai noté sur mon carnet que vous m'envoyez pas mal de choses. Donc merci beaucoup. Et on peut aussi essayer d'aller en connexion plus profonde avec eux. Donc là, pour ça, on peut utiliser le troisième œil. On peut aussi aller travailler avec le chakra du cœur, qui est vraiment un chakra d'ouverture à soi, mais aussi à l'amour universel, en leur disant, voilà, je vais, par exemple, me mettre à méditer ou je vais me mettre en connexion avec vous à certains moments. Alors, pour moi, la salle de bain, c'est le lieu où les énergies positives sont extrêmement déployées. Moi, j'appelle ça un bunker énergétique positif, évidemment. Et donc, se dire, ben voilà, quand je vais à la salle de bain, une fois que j'ai fait ma toilette et que je me suis lavée de ce qui me pèse, hein, parce que quand on va à la salle de bain, on se nettoie à la fois physiquement, mais aussi énergétiquement. Donc, une fois que je suis nettoyée, je peux me reconnecter à mon guide en lui disant, est-ce que tu as une info à m'envoyer? Est-ce que tu peux te manifester? On peut fermer les yeux. On peut vraiment essayer de respirer aussi pour créer une détente, faire une petite méditation et puis voir ce qui vient. Parfois, on va avoir des couleurs, parfois, on va avoir des mots, parfois, on va avoir des messages, parfois, on va avoir aussi des sensations. On peut aussi avoir des intuitions qui vont nous venir comme ça d'un coup en se disant, il faut impérativement que je fasse ça. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je dois le faire. Et donc, petit à petit, on va créer une relation de plus en plus consciente avec eux. Et au fur et à mesure qu'on va leur parler tous les jours et qu'on va créer ces moments de partage très intimes avec eux, la connexion va vraiment s'ouvrir, se fluidifier et ça va être de plus en plus facile. Moi, si je prends mon exemple, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'ouvrir un sas particulier pour communiquer avec eux. Je leur parle comme si je parlais à mes enfants, à mon mari ou même à moi-même et je les entends d'une manière aussi très, très fluide. Mais ça, c'est parce que je fais une connexion avec eux tous les jours et qu'on s'entraîne finalement à se parler ensemble. Alors, il y a des fois aussi, on ne les entend pas. Et quand on les entend pas, c'est en général qu'on est dans un état vibratoire lourd, bas, dense. On est beaucoup dans le mental en général dans ces moments-là et que il faut parfois aussi aller dans le lâcher prise, dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir les entendre. Parce que parfois, ce qu'ils vont nous dire aussi ne correspond pas à ce qu'on voudrait entendre. Mais c'est le jeu. En dehors de chez soi, puisque tu as cité la salle de bain, en dehors de chez soi, est-ce qu'il y a des lieux particuliers où on a plus de facilité à rentrer en contact avec nos guides ou avec des énergies élevées?
Effectivement, il y a des lieux qui vont être des lieux avec une énergie beaucoup plus subtile, beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus élevée. Et alors, principalement, je vais parler de la nature, parce que c'est vrai que dans la nature, il y a énormément d'énergie. Donc, il y a l'énergie des végétaux, il y a aussi l'énergie des élémentaux qui participent à un très bon climat vibratoire. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'être ressourcé, d'aller vers un endroit qui est très haut en vibration, dans un premier temps, je vais vous dire, OK, allez vers la nature. Alors, pour ceux qui, par exemple, vivent en pleine ville, par exemple en plein Paris, ça peut être compliqué de trouver un petit coin de nature. Alors, je vous dirais, créez-vous votre petit coin de nature. Alors, il y a quelque chose de magnifique à Paris, c'est que, par exemple, il y a la Seine, c'est de la nature, c'est de l'eau, donc on peut aller se ressourcer auprès de l'élément eau. On peut aussi tout simplement créer un petit coin de nature chez soi, sur son balcon, en mettant une petite plante, en créant une connexion avec elle. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'a pas une grande forêt à côté de chez soi. Donc la nature, l'élément eau, pardon, l'élément eau, ce sont des éléments qui vont nous permettre de nous recharger, d'aller dans des endroits qui sont extrêmement vibratoires et donc qui nous font du bien. Il y a aussi des lieux qui vont être extrêmement hauts en vibration et dans lesquels on peut aller pour se ressourcer. Et je vais parler de quelque chose que je connais bien parce que j'ai une croyance catholique qui fonde mon éducation. Les églises ont en général un très haut taux vibratoire et qui vont justement permettre d'aller trouver un recueillement, une connexion au divin qui amène vraiment un apaisement. Moi, je dis que c'est très enveloppant, on se sent guéri, on se sent soigné parce qu'il y a une puissante connexion avec, avec l'énergétique, avec le divin. Et donc, ça permet de se reconnecter aussi au divin en soi. En plus de ça, dans les églises, alors on sait que les églises ont été pour la plupart bâties sur des hauts lieux vibratoires. En général, d'ailleurs, en dessous, il y a des courants d'eau qui permettent justement d'évacuer les énergies négatives. Et en plus de ça, il y a un égrégore très puissant parce que quand même, pendant 2000 ans, sur nos terres, la religion catholique a été extrêmement pratiquée. Et il y a des égrégores très, très positifs, donc de prières, de remerciements, d'amour pour le divin, peu importe qu'on s'attache à telle ou telle figure, Dieu, Marie, Jésus, peu importe, on peut tout simplement aussi se connecter à la source tout simplement. Et donc, ce sont des lieux qui vont nous permettre de nous ressourcer. Et j'ai aussi envie de dire qu'il va y avoir des lieux magiques qui sont propres à chacun. Ça veut dire que certaines personnes vont aller à certains endroits et pour elles, ça va être un lieu de recueillement profond. Je prends l'exemple, moi personnellement, le château d'If, donc à Marseille, en tout cas sur les côtes marseillaises, c'est une ancienne prison. Et pourtant, moi, quand je vais tout en haut du château d'If, je ressens une connexion et un nettoyage et une purification énormissime. Et j'ai l'impression là d'être dans ma pleine puissance et de recouvrer vraiment la totalité de la puissance de mon âme. Donc, il y a des lieux qui sont comme ça pour nous très puissants et qui correspondent aussi parfois à ce qu'on a pu vivre dans certaines vies antérieures. Donc, c'est à nous d'aller découvrir dans quel lieu on se sent bien, de les identifier et de se dire, bah, tiens, ça, je l'identifie comme un lieu ressource et quand je me sens un peu perdu, un peu pompé, un peu lourd en vibration, je sais qu'aller dans ce lieu, ça me fait du bien. Je sais qu'aller à la mer, ça me fait du bien. Je sais qu'aller me balader sur les quais de Seine, ça me fait du bien. Ou je sais qu'aller à mon balcon et puis de regarder ma petite plante qui pousse en lui parlant, ça me fait aussi du bien. Donc c'est à chacun de trouver ce lieu qui va vraiment lui parler, qui correspond à ses énergies, parce que on n'est pas tous sensibles aux forêts. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à la campagne, à la montagne. C'est à nous de trouver ce qui nous parle, mais vraiment d'une manière très globale et très générale. La nature, c'est un puissant outil de rechargement, de ressourcement spirituel, énergétique et aussi physique. Je pense que ça serait utile quand même de donner une clé ou des ressources à des gens qui aimeraient aller sur des lieux mais qui n'ont pas forcément la sensation et qui peuvent se retrouver finalement dans des lieux négatifs ou qui peuvent éventuellement
aspirer enfin une partie de leur énergie. Quels conseils pourrait-on leur donner ou pourrais-tu leur donner en leur disant, attendez, il y a des lieux comme la nature qui sont positifs, etc. Puis il y a des lieux où il faut faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, peut-être des petits signaux. Voilà, si tu peux avancer, répondre à la question. Avec plaisir, c'est une très bonne question encore une fois parce que c'est vrai que quand on va dans certains lieux, qu'ils soient positifs ou négatifs, on va avoir des petits signaux après y avoir été qui vont nous donner une indication si ce lieu était bon pour nous ou était mauvais pour nous. Donc, après avoir été dans un lieu, si on se sent boosté, qu'on est plein d'entrain, qu'on est plein de joie, qu'on se sent de bonne humeur, ou qu'on se sent aussi parfois reposé, parfois même on peut se sentir vidé, mais au positif, vraiment comme si on est plus, on est vide dans le sens, on est plus léger. Ça, en général, c'est un petit signe que ce lieu était très positif et très ressourçant pour vous. Puis à l'inverse, il va y avoir des lieux dans lesquels, après y avoir séjourné, on peut se sentir épuisé, agacé, en colère. Moi, j'aime dire aussi étriqué dans son corps. On sent que on a peut-être un besoin de se décharger, de se laver, de se changer aussi. Parfois, les vêtements peuvent nous peser, donc on peut ressentir le besoin d'aller se changer, se laver pour vraiment se nettoyer. Donc ces lieux-là, quand on sort de ces lieux avec ces petits signaux, eh bien, c'est que ces lieux n'ont pas été bons pour nous en énergie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très simple, même si on n'a pas la connexion à l'énergétique, même si on n'a pas le ressenti de savoir si ce lieu est bon ou pas pour nous. Le petit indice, c'est de se dire comment je me sens après avoir été dans ce lieu. Est-ce que je suis plutôt positive d'humeur ou au contraire, est-ce que je deviens un vieux bougon aigri et que je suis plutôt très négatif? Alors là, on a déjà pas mal de renseignements. Et les lieux négatifs, moi j'aime dire que il y a quand même des lieux où il faut savoir que d'office, c'est pas une très bonne énergie et dont il faut, entre guillemets, se méfier ou en tout cas dans lesquels il faut aller en se protégeant. Et je vais parler notamment des supermarchés, des centres commerciaux, des magasins en règle générale. Ce sont des lieux où il y a énormément de passages, où il y a énormément de stimulation, où il y a énormément d'énergie qui sont... Alors, tout est fait pour nous abrutir dans les magasins, pour qu'on puisse vraiment oublier notre conscience et vraiment agir euh, avec l'ego, avec le mental, vraiment purement. Et donc, on sort de ces lieux, on est épuisé. Il va y avoir aussi, évidemment, tous les lieux type hôpitaux, maisons de soins, maisons de repos, les homes, etc. Donc, tous ces endroits où on va complètement faire une agglomération de maladies, de souffrances, de plaintes, de morts. Ces lieux-là, vibratoirement, ils sont très chargés négativement. Et donc, quand on y va, il faut le savoir. Et donc, il faut essayer de se faire une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière pour éviter de repartir avec des énergies qui vont nous contaminer en quelque sorte. On va aussi avoir les endroits de concert, les boîtes de nuit, tous ces endroits finalement, encore une fois, où il y a du passage, il y a de la musique très lourde, très forte, il y a aussi, alors pour le coup, il va y avoir des abus, donc des excès, alcool, parfois on peut même y retrouver de la drogue, etc. Donc la vibration de ces lieux est en général très lourde. Pour peu qu'on y mette une musique type métal, hard rock, techno, qui sont des musiques avec une empreinte vibratoire très lourde, très négative, eh bien alors là, on sait que on sort de ces lieux en étant un petit peu sale. Donc ça, c'est vraiment les administrations aussi. J'aime toujours le dire parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais les administrations sont des endroits très 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 lourds. Ce sont des endroits très fermés, très stériles, et les énergies sont vraiment très lourdes. Donc quand on sort d'une administration ou quand on y travaille, protégez-vous bien, nettoyez-vous bien aussi après pour repermettre aux énergies de circuler à nouveau, parce que ce sont des lieux qui sont vraiment, moi j'aime dire qu'ils agissent un petit peu comme des carcans sur nos âmes et donc ils nous enferment et ils nous contaminent négativement de l'empreinte vibratoire qu'ils portent. Et en soi, c'est pas grave en soi parce qu'on peut se nettoyer de tout ça, on peut s'en protéger. Mais moi, j'aime dire que le savoir, c'est déjà une très bonne chose parce que ça nous permet de prendre conscience que, bah oui, voilà,
Si par exemple un jour je me sens déjà fatiguée, est-ce que c'est le jour où je vais aller dans un hypermarché, faire mes courses pendant 3 heures, avoir la musique, le monde, l'agitation, etc. Je vais peut-être éviter. Donc tous les lieux finalement où il y a du passage, même je pense tout ce qui va être café, poste, tous ces endroits où il y a eu beaucoup de monde, ça je l'ai beaucoup vu en nettoyage de lieux. Tu sais, des maisons qu'on a transformées en habitations, mais qui par le passé ont pu être soit des postes, soit des cafés, soit des restaurants. Ce sont des lieux qui gardent énormément d'énergie négative parce que ce sont des énergies de passage. Et donc, ce sont des lieux qui sont très, très fatigants, dans lesquels on ne se ressource pas parce qu'il y a constamment un mouvement qui reste imprimé dans le lieu. Et donc, forcément, c'est épuisant. Donc, pour tout ça, on peut effectivement déjà se dire, OK, lorsque j'y vais, je me protège, je suis conscient que forcément mon énergie va être impactée, donc j'évite d'y aller quand je ne suis pas bien. Et quand j'en sors, je me nettoie et c'est très facile. Il suffit tout simplement d'avoir un flacon d'huile essentielle de lavande parce que la lavande est un protecteur aurique, mais aussi un nettoyeur aurique. Donc avant d'aller dans un endroit où vous sentez que votre énergie va être pompée, on peut tout simplement humer au flacon l'huile essentielle de lavande, lavande vraie, lavande fine, lavande officinale, c'est la même lavande, mais c'est celle-là qu'il faut utiliser. On va humer le flacon, on peut en mettre même une goutte sur ses poignets et on peut tout simplement faire une bulle autour de soi, une bulle de lumière, une bulle de protection qui va nous protéger. On fait exactement la même chose une fois qu'on est sorti. On va demander à la lavande à ce qu'elle nous nettoie. Et donc, pareil, soit on la sent au flacon, soit on peut la mettre sur notre poignet, créer une bulle de nettoyage autour de soi et ça va nous aider à retrouver notre énergie source, notre énergie personnelle. Je te remercie Clémence. Dans ce que tu viens de dire, tu parles de bulle de lumière. Mais comment on l'allume, cette bulle? C'est une superbe question. Comment on l'allume cette bulle? Puis en fait, elle est déjà allumée en chacun d'entre nous, cette bulle de lumière. J'aime appeler ça notre petite grotte intérieure dans laquelle il y a une bougie, une flamme qui brille et qui nous anime, qui nous met en vie. Alors, animer, ça vient du latin animae, qui veut dire mettre en vie. Et donc, quand je viens dans l'incarnation, j'ai une petite grotte personnelle dans laquelle j'ai ma petite flamme intérieure qui est là, qui brille. Donc, nous avons déjà tous cette petite lumière en nous et elle se trouve à un endroit bien précis. Elle se trouve au niveau du plexus solaire. Donc, juste en dessous, finalement, de notre sternum. On passe le sternum et puis d'un coup, on va avoir un creux. Eh bien, c'est là que notre plexus solaire se trouve. Le plexus solaire, donc, c'est un chakra qui va nous permettre de nous connecter à notre pouvoir personnel. C'est aussi le chakra qui est associé principalement aux peurs. Donc, on se rend compte comment notre pouvoir personnel est impacté par nos peurs. C'est en intime connexion l'un avec l'autre. Si on va travailler sur ce plexus solaire, on va travailler sur notre petite flamme intérieure. Notre petite flamme intérieure, on va pouvoir la moduler. Donc, moduler sa hauteur, sa grandeur, sa clarté. Il y a des moments de vie où notre petite flamme, elle va être à peine perceptible. On aura même peut-être l'impression qu'elle s'éteint parce qu'on est peut-être très affecté par certaines situations sur notre chemin de vie. Et donc, notre petite flamme, elle a du mal à briller, elle a du mal à se manifester. Mais elle est toujours là, elle est toujours en vie, elle maintient son énergie. Et il y a des moments où, au contraire, cette flamme, elle va prendre l'entièreté de la grotte et on pourra même plus entrer dans notre petite grotte, tellement la flamme, elle sera ardente et elle sera complètement en train de tout brûler sur son passage. Donc, complètement disproportionnée. Et ça, en général, c'est quand on est dans des énergies de colère, où la flamme, elle brûle, elle prend trop de place et elle nous empêche d'être avec nous-mêmes. Alors, cette petite flamme, on peut la moduler en faisant un petit exercice de visualisation. Tout simplement, on va prendre un temps pour soi. Ça peut durer 2, 3 minutes, il n'y a pas besoin de plus. On va se mettre en introspection, faire quelques respirations calmes, abdominales, qui vont nous permettre justement d'amener une détente. Et puis, on peut fermer les yeux et on chemine par visualisation jusqu'à notre chakra du plexus solaire. On entre dans notre petite grotte intérieure. Peut-être qu'il y a quelques marches qui nous y mènent. Peut-être qu'au contraire, c'est un pont de corde. C'est à nous de voir un petit peu à quoi ça correspond en fonction
de notre référentiel. Et donc, une fois qu'on est à l'intérieur de cette grotte, on va se reconnecter à sa flamme. Et on va dire à sa flamme, OK, tu peux briller. Tu peux vraiment venir euh, contaminer mon être, réchauffer mon être, envahir tout mon être dans ta douceur, dans ta bonté, dans ta lumière. C'est quelque chose que moi je fais toutes les semaines, tous les lundis matins, dans ma petite séance de yoga le lundi matin. Je me reconnecte à cette petite flamme et je lui demande vraiment de venir grandir, mais sans prendre l'entièreté de la grotte, mais elle va grandir justement dans mon corps physique et elle va venir euh, me donner sa chaleur en réalité. C'est pas tant la flamme qui grandit, c'est la chaleur qu'elle procure qui va grandir et qui va nous permettre d'aller dans chacun des membres de mon corps, jusque dans mes ongles, jusque dans la pointe de mes cheveux et au bout de mes orteils. Mais je vais lui demander aussi d'aller contaminer avec sa chaleur mes corps énergétiques, donc qui sont autour de moi et qui constituent mon aura personnelle. Lorsque je demande à cette chaleur intérieure, à ma connexion finalement, à ma puissance de venir m'envahir de cette chaleur et de cette lumière, je suis dans un état de lumière, je suis dans un état d'apaisement, je suis dans un état de bienveillance vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la vie, et donc mon bouclier énergétique est présent. Et pour moi, c'est important de se rappeler que la meilleure des protections n'est pas celle qu'on va trouver à l'extérieur de soi, mais celle qu'on va trouver à l'intérieur de soi. Et c'est d'ailleurs le où, pour reprendre la question du début, le où nous permet justement de trouver l'amour et l'alignement à l'intérieur de soi plutôt qu'aller le chercher à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette notion de se dire, je vais trouver en moi mes ressources qui vont me permettre de me valoriser, de trouver que j'ai quand même quelque chose de chouette à apporter au monde et je vais lui demander, voilà, que ça vienne s'imprégner dans mes corps énergétiques pour être ma lumière. Alors, on n'est pas dans un processus égotique. On demande à sa lumière de venir se montrer, se révéler, mais on n'est pas dans quelque chose où on dit, attention, moi, je suis vraiment génial parce que regardez toute la lumière qui émane de moi. Non, il y a de la lumière, c'est sûr, mais on se rappelle toujours que derrière la lumière, il y a toujours un petit peu d'ombre. Et ça, c'est normal. C'est lié à notre principe d'incarnation. Est-ce que tu accepterais de nous guider pendant 1 minute pour ressentir cette petite flamme? Avec grand plaisir. Et oui, évidemment. C'est quelque chose que je fais très souvent avec mes enfants quand ils ont peur. Et c'est quelque chose de très, très simple. Donc, je vais vous proposer déjà de fermer les yeux. Et je vais le faire avec vous en signe vraiment de retrait du monde extérieur. Donc, on va fermer les yeux et puis on va poser nos mains sur le ventre. Alors, je vais diminuer aussi l'intensité de ma voix. Et je vais vous proposer de prendre conscience des mouvements inspiratoires. Le ventre se lève, se gonfle lorsque vous inspirez. Lorsque vous expirez, le ventre va se dégonfler. Il rentre vers l'intérieur. Vous pouvez même ressentir à quel point il se rapproche de la colonne vertébrale, à quel point il vous rapproche aussi de ce plexus solaire. Et dans ce petit moment de calme, je vais vous proposer de descendre quelques marches qui vont vous mener jusqu'à cet endroit de sécurité absolue, cette petite grotte dans laquelle se trouve votre petite flamme qui est à vous, correspond à la façon dont vous brillez sur Terre, parce que vous brillez tous sur Terre. La première marche va vous permettre d'amorcer la descente. Vous pouvez l'emprunter dès à présent. La deuxième marche va vous permettre de tout doucement prendre conscience que vous relâchez le corps, que vous abandonnez la lourdeur de l'incarnation. La troisième marche permet d'amplifier la connexion avec vous. Et petit à petit, vous allez pouvoir justement amplifier la connexion avec le plexus solaire. La quatrième marche vous permet de visualiser le plexus comme un halo lumineux, jaune, correspond à toute votre beauté intérieure, votre lumière, qui vous appartient, qui vous correspond. Et la cinquième et dernière marche vous permet d'aller vers cette grotte
Vous empruntez la cinquième marche et vous voici sur un chemin qui vous mène jusqu'à votre grotte. Petit chemin peut être fait de terre, qui peut être fait d'air. Peut-être qu'à côté de vous, il y a un ruisseau qui coule. Peut-être que vous entendez des oiseaux chanter, communiquer entre eux. Vous pouvez peut-être ressentir aussi le vent qui souffle doucement avec un souffle chaud, caresse le visage, qui fait battre les feuilles dans les arbres. Et tout ça vous amène devant cette grotte. Cette grotte, c'est votre refuge intérieur et je vous propose d'y entrer. Il n'y a que vous qui avez l'accès à cette grotte. Et vous voyez qu'au milieu de cette grotte, il y a cette petite flamme qui brille, qui brûle, qui est allumée. Cette flamme, c'est votre puissance intérieure. C'est tout ce qu'il y a de magnifique en vous. C'est votre lumière. C'est ce que vous êtes venu donner au monde. C'est ces ressources inestimables que vous avez et qui n'appartiennent qu'à vous. Essayez de créer un lien d'amour avec cette flamme, même si elle brûle qu'un tout petit peu, même si sa lumière est très faible. Donnez-lui de l'amour et demandez-lui de grandir. Demandez-lui qu'elle vienne vraiment prendre toute la place parce qu'elle en a l'autorisation. Si vous refaites ce petit moment de méditation, je vous invite à y rester un petit peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, on va déjà ressortir. Vous savez que cette ressource est là. Elle vous appartient. Et vous pouvez la moduler autant de fois que vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez. Et vous pouvez vous y réfugier aussi souvent que vous le souhaitez pour activer votre lumière intérieure. Et je vais vous demander de quitter la grotte en sachant que vous pourrez y retourner quand vous le souhaitez et d'emprunter à nouveau le chemin qui vous mène jusqu'à l'escalier. Profitez en même temps des effluves des fleurs, des abeilles peut-être qui passent à côté de vous, des animaux magiques qui sont là et qui ont été présents pendant ce court moment magique. Et je vais vous demander de mettre le pied sur la cinquième marche. Cela vous déconnecte de ce monde magique. Ça vous déconnecte en douceur. La quatrième marche vous permet de vous sentir en gratitude et dans l'amour pour ce que vous venez de vivre et de découvrir à l'intérieur de cette grotte. La troisième marche vous permet de prendre conscience du corps tout doucement, et reprendre conscience de l'incarnation. La deuxième marche vous permet d'intégrer tout ce que vous avez vécu dans cette grotte et de le ramener dans l'incarnation. La lumière brille bien dans votre plexus solaire et elle vous accompagne. Et la première marche vous permet de revenir dans l'ici et maintenant. Vous pouvez bouger le corps, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler, vous pouvez expirer une dernière fois et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant et rouvrir les yeux. Merci, merci, merci. C'est un très beau voyage et une très belle ressource que tu offres au public. Je Alors, suis, je suis tout ému. il faut pas hésiter à la faire vraiment plus longtemps et de se connecter à cette petite flamme pendant au moins 5 minutes parce que c'est vraiment un outil qui permet de se reconnecter à notre beauté intérieure, à notre capacité à briller et ça chasse les peurs parce qu'on est vraiment connecté à notre pouvoir personnel dans cette bienveillance et dans cet amour. Donc, il faut pas hésiter à le faire aussi souvent qu'on en a besoin. Ça peut être un outil justement très chouette pour nous accompagner dans certains moments de vie un petit peu compliqués où la peur prend le dessus. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Le titre de ta conférence était Comment les énergies subtiles impactent-elles mon être dans la matière? Est-ce que tu as eu l'impression d'y répondre durant cette interview ou est-ce que tu souhaites préciser telle ou telle chose qui mériterait d'être citée? Alors, je vais rajouter des petites choses parce que j'aime toujours rajouter des petites choses. On a parlé quand même pas mal de notre thème, je trouve, mais je vais le ramener vraiment dans la matière et dans le quotidien pour permettre à notre public
de comprendre que c'est pas parce qu'on va pas dans un hôpital qu'on sera pas impacté par la matière, par les énergies dans la matière, pardon. Donc, il faut comprendre que parfois, il y a autour de nous des énergies qui peuvent être lourdes, négatives, et qui vont vraiment avoir un impact, notamment sur nos émotions, sur notre comportement, sur la façon dont on va gérer une situation. Il se peut que dans notre lieu de vie, il y ait une âme errante ou une énergie particulière qui, à un moment donné, va entrer en résonance avec nos propres problématiques personnelles et qu'il ne faut pas négliger parce que parfois, on peut se dire, tiens, voilà, j'ai passé une super journée et d'un coup, on se sent pompé, on se sent en colère, on se sent chagriné, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Et là, en fait, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est pas le signe qu'il y a une énergie négative qui est en train de m'imprégner, de m'impacter, de me contaminer? Et en général, le fait de se poser cette question nous permet déjà, nous, de monter en vibration. Et donc, ça permet à l'énergie d'avoir moins de prise sur nous et donc de nous contaminer un petit peu moins fort. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, tiens, parfois dans mes émotions, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce qu'il n'y a que moi à ce moment-là dans mon émotionnel? Est-ce que dans ma réaction, est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce que dans ma peur, est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est des choses dont j'ai l'unique responsabilité ou est-ce qu'il y a plus? Et ça, c'est vraiment tout le temps important de se poser la question parce que, à mon sens, on minimise beaucoup l'impact des énergies négatives dans notre quotidien. Et je vais encore une fois donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai une de mes clientes qui me contacte pour son petit garçon qui, euh, bizarrement, se met à être très, très en colère et du coup à mordre, à taper, etc. Alors que c'est un enfant plutôt équilibré, il s'est rien passé de particulier. Et là, directement, les guides m'envoient l'information qu'il y a une énergie qui agit sur lui et qui fait que il devient un petit peu agressif en ce moment. Donc, c'est un cas, je vais dire, extrême et isolé. C'est un petit garçon qui est passeur d'âme. Donc, voilà, il a déjà des prédispositions. Donc, faut pas vous affoler, hein, si votre enfant a ce type de symptômes. Là, on est vraiment dans un cas très précis. Mais donc, il faut prendre conscience que oui, effectivement, les énergies peuvent avoir un impact, alors négatif sur nous, dans notre quotidien, mais elles peuvent aussi avoir un impact très positif. Ça veut dire que si j'appelle une horde d'anges autour de moi pour m'accompagner dans un moment de vie difficile, je vais vraiment physiquement ressentir leur présence d'une manière presque palpable. Moi, j'aime dire qu'on se sent presque comme si on était joliment ivre. Parce qu'ils nous englobent dans du coton, c'est juste merveilleux. Donc n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à appeler les présences lumineuses. Et lorsque vous sentez que, bah, en ce moment, c'est peut-être une période un petit peu négative pour vous, de vous poser la question s'il n'y a pas des énergies négatives qui viennent aussi mettre un petit peu euh, de leur énergie pour alourdir encore plus nos propres énergies personnelles. Donc voilà, juste, je peaufinerai en donnant ce petit exemple-là, en disant que oui, effectivement, il faut être conscient que parfois, on n'est pas tout seul à vivre la colère et que certaines énergies autour de nous vont volontiers venir nous passer leur propre colère pour amplifier la nôtre et qu'on explose parce que elles, ça leur permet de faire une récupération d'énergie. Quand j'explose de colère, s'il y a une entité, donc une âme errante autour de moi qui était en train d'appuyer sur ma propre colère avec la sienne, au moment où j'explose, vraiment j'évacue ma colère, il y a une perte énergétique de ma part et l'âme errante, en général, elle va la récupérer pour gagner en énergie parce qu'on sait qu'elles, elles n'ont plus la capacité de se recharger en énergie d'une manière autonome. Donc, prendre conscience de ça, c'est important, mais aussi garder les pieds sur terre, c'est très important parce que c'est pas parce qu'on est en colère pendant 2 semaines que c'est forcément lié à une énergie. Et donc, on peut toujours se poser la question de, tiens, qu'est-ce qui, moi, me met en colère en ce moment dans ma vie? Et ça, c'est du coup un travail d'introspection qui, pour moi, reste la base de tout, de toute chose et de tout travail énergétique. Hmm. Merci, merci beaucoup.
Alors, ma chère Clémence, tu as écrit un ouvrage. Exact. Alors oui, effectivement, j'ai écrit mon premier livre qui est sorti en mai 2022. Ça s'appelle L'éveil à la lumière et c'est une initiation à la spiritualité. Dans ce livre, j'ai parlé de mon histoire personnelle, donc il y a vraiment une grande partie d'autobiographie, parce que mon parcours n'a rien de différent finalement de la plupart des parcours des gens. Et il y a énormément de personnes qui m'ont fait le retour de, tiens Clémence, quand je t'ai lu, je me suis reconnue et ça m'a permis de me valider, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je ressens, c'est pas fou, je suis pas tout seul à le ressentir et donc merci pour ça. Donc, c'était évident pour moi de parler de mon parcours. Et puis ensuite, il y a toute une partie bien plus théorique dans laquelle je vais aborder tous les concepts fondamentaux de l'énergétique et toujours avec énormément d'exemples parce que moi, j'aime donner des exemples. Ça permet de concrétiser, je trouve, et de mieux comprendre les concepts. Ce livre, je l'ai écrit comme le livre que j'aurais aimé lire quand moi je me suis ouverte à tout ça et je me suis dit de quoi j'aurais aimé entendre parler en un seul blog, dans un seul livre. Et donc voilà, j'ai repris les notions qui, à mon sens, étaient vraiment intéressantes. Et il y a le prochain livre qui devrait sortir dans les prochains mois qui parlera de protection énergétique. Donc pareil, ce sera aussi un livre avec à la fois beaucoup de théories et puis aussi beaucoup d'exemples, beaucoup de pratiques pour permettre à tout à chacun d'aller travailler cette protection comme on l'a un petit peu travaillé finalement dans cette conférence aujourd'hui. Et puis moi aujourd'hui effectivement je propose encore des accompagnements. Donc je dis encore parce que petit à petit j'en propose de moins en moins parce que le plus gros de mon travail c'est d'être présente sur des conférences, sur des congrès, sur des ateliers en ligne pour transmettre mon savoir, pour transmettre mes connaissances et éveiller les personnes à cette lumière qui, moi, m'anime et m'habite. Donc, je suis principalement là-dessus et il y a encore des consultations, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Mhm. Merci, merci beaucoup. La conférence interview touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation, une image, une illustration, une anecdote pour conclure? Alors, on a parlé des énergies subtiles, comme elles nous impactent au quotidien, et je conclurai en disant, c'est merveilleux ce monde-là parce que il nous permet vraiment de nous réaliser. Il nous permet d'avoir des puissances qui vont nous aider dans notre incarnation physique. Et ça, c'est absolument formidable. Et le mot vraiment pour moi qui est important, c'est la tempérance. C'est de faire en sorte que les énergies subtiles soient présentes dans votre vie, mais qu'elles ne prennent jamais le pas sur l'incarnation et la matière. On fait vraiment ce savant mélange entre énergies subtiles, qui sont juste merveilleuses à vivre au quotidien, même si ce sont des énergies parfois négatives, elles nous apprennent toujours beaucoup, beaucoup de choses sur nous, mais de garder aussi ce pied dans la matière, ce pied dans l'incarnation et travailler sur soi, travailler justement sur l'amour qu'on peut se donner à soi. Et en faisant ces deux choses-là, on va pouvoir travailler les énergies subtiles en étant parfaitement ancré, parfaitement connecté et c'est là où tout est, où le sens se trouve et tout est juste. Merci, merci beaucoup, Clémence. Au plaisir de te rencontrer. Je vais laisser l'adresse de ton site juste après. Et puis au plaisir aussi de t'écouter, de répondre aux questions lors du jeu de questions-réponses après la diffusion de cette conférence. Bravo. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce moment. En tout cas, j'ai l'impression que tu t'es bien amusé avec mes questions. Je m'amuse toujours et puis les questions étaient super chouettes, donc c'est vraiment chouette. Bon, super.